Alors, donc, je suis Pauline Puel, responsable juridique de l'Agence pour la protection des programmes. Et on va voir aujourd'hui le deuxième épisode de notre série de webinars au cours de laquelle nous abordons les points à connaître pour protéger efficacement vos créations numériques et les différentes étapes de la vie d'un dépôt effectué auprès de l'Agence pour la protection des programmes. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent notre organisme, donc je ne vais pas le présenter plus que ça. La semaine dernière, nous avions vu ce qu'était un dépôt probatoire. Donc le dépôt probatoire, c'est le type de dépôt qui est proposé par notre organisme. Et juste pour faire un très bref rappel, le dépôt probatoire, à la différence du dépôt que l'on peut faire auprès de l'INPI, qui lui est créateur de droit, le dépôt probatoire, il concerne les œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur principalement, et il est facultatif, puisque, comme je le disais, ce n'est pas un dépôt créateur de droit, mais un dépôt probatoire qui sert à rapporter plus facilement la preuve de ses droits en cas d'atteinte. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avant-dépôt, c'est-à-dire le moment où vous souhaitez faire un dépôt auprès de l'APP, vous avez besoin de faire ce dépôt probatoire, mais vous ne savez pas très bien comment vous y prendre concrètement pour préparer votre dépôt. Donc on va voir quelles sont les questions à se poser avant d'effectuer un dépôt probatoire, et on va voir précisément quels sont les types de créations que l'on peut déposer auprès de l'APP, quels sont les éléments que doit contenir votre dépôt, qui doit déposer, et quel type de dépôt APP choisir, puisqu'on propose différents types d'enregistrement à nos adhérents. Et enfin, si vous avez des questions à la fin, on pourra y répondre, vous pourrez les poser dans la zone de chat que vous avez à l'écran. Alors, donc oui, je vous disais que ce webinaire est proposé par l'Agence pour la protection des programmes, qui propose différents services à ses adhérents qui sont destinés à les assister dans la protection de leur création numérique. L'un de ces services est justement le dépôt probatoire, et c'est à celui-ci qu'on va s'intéresser principalement aujourd'hui. Alors, nous avions vu la semaine dernière ce qu'était un dépôt probatoire. Nous voyons aujourd'hui quelles sont les questions à se poser avant de faire ce dépôt. Nous aborderons la semaine prochaine le fonctionnement de notre plateforme de dépôt en ligne. On vous montrera sous forme d'un petit tutoriel comment faire un dépôt numérique en pratique. Dans 15 jours, on parlera de l'entiercement, qui est un type particulier de dépôt qui est proposé par l'APP. Et dans 3 semaines, donc le 25 juillet, on clôturera cette série avec un webinar sur la valorisation d'un dépôt probatoire. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et commencer par se demander quelles sont les créations numériques que l'on peut déposer. Parce qu'on a parlé de dépôt probatoire, on a déjà dit que c'était important de se préconstituer la preuve de ses droits sur ces créations numériques, mais vous ne savez peut-être pas très bien ce que vous pouvez déposer auprès de l'Agence pour la protection des programmes. Notre organisme est connu pour la protection des logiciels. D'ailleurs, c'est dans son titre, programme, parce qu'au départ, l'APP avait pour objectif la protection des logiciels. Toutefois, on a beaucoup élargi le scope aujourd'hui de nos activités, et tout élément numérique peut être déposé auprès de notre organisme sous forme d'un dépôt probatoire. Et ça ne se résume pas uniquement au logiciel. Donc ça veut dire très concrètement que vous pouvez bien sûr déposer un logiciel, évidemment, mais également des bases de données, des sites internet ou tout type d'œuvres multimédia, des applications mobiles, des jeux vidéo également. Enfin, il y a tout un petit inventaire que vous voyez à l'écran qui vous donne une idée de tout ce que vous pouvez déposer auprès de notre organisme. Et vous pouvez aussi bien sûr déposer des œuvres de l'esprit dans un sens plus classique, comme par exemple des œuvres sonores ou des œuvres visuelles comme des photographies ou même des plans. Ce type de création peut être déposé auprès de l'APP si vous avez besoin de dater et de vous préconstituer la preuve de vos droits sur ces éléments. Et un autre type d'élément peut être déposé auprès de l'APP, ce sont les actifs qu'on va faire rentrer dans la catégorie du secret d'affaires. Donc ces éléments-là,
comme par exemple le savoir-faire, les secrets de fabrique, les procédés, les méthodes industrielles, les informations confidentielles. Tout ce panel d'éléments, ce sont des éléments qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur, mais qui ont une valeur pour l'entreprise et qui, à ce titre, peuvent faire l'objet d'un dépôt probatoire destiné à dater l'actif et à indiquer que le déposant en était le titulaire au moment du dépôt. Donc c'est intéressant de savoir que vous pouvez aussi déposer ce type d'actif auprès de notre organisme pour le protéger. Alors, je répondrai aux questions à la fin, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, on va dérouler la présentation et on va maintenant voir quels sont les éléments que vous devez très concrètement faire figurer dans votre dépôt lorsque vous souhaitez faire un dépôt près de l'APB. Alors, la première question à se poser, en fait, c'est quel est l'objectif du dépôt que vous souhaitez faire? Il y a deux grands objectifs quand on fait un dépôt auprès de l'APP. L'objectif dépôt probatoire, dont on a déjà largement parlé, et l'objectif dépôt en vue d'un entiercement. Donc ce sont deux objectifs très différents, mais qui passent tous les deux par un dépôt auprès de l'APP. Donc le dépôt probatoire, c'est celui qui est destiné à prouver l'antériorité sur une création, à prouver la titularité des droits et à prouver le contenu d'une création. C'est un dépôt à titre probatoire qui va vous aider à rapporter la preuve de vos droits. À la différence du dépôt qu'on va appeler donc entiercé, celui-là c'est un dépôt qui a un usage et une vocation commerciale. L'entiercement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait c'est le fait pour le fournisseur d'une création, souvent un logiciel, de confier à un tiers séquestre, souvent l'APP, des éléments, donc ça peut être un logiciel, mais ça peut être autre chose, des éléments qui sont utilisés par un tiers, donc souvent un client, et en cas de défaillance du fournisseur, ce client va pouvoir s'adresser directement à l'APP pour obtenir une copie du logiciel qu'il utilise et donc poursuivre l'utilisation du logiciel, même si son fournisseur est en liquidation, par exemple, ou a disparu. Donc ça, c'est l'entiercement. C'est un dépôt qui a une vocation d'assurance, en fait, pour l'utilisateur d'un logiciel. Donc ce dépôt, il ne doit pas contenir les mêmes éléments qu'un dépôt probatoire, puisqu'il n'a pas le même objectif. On va faire un webinaire dédié à l'entiercement dans 15 jours. Donc c'est à cette occasion qu'on vous dira ce qu'il faut mettre dans un dépôt entiercé. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur le dépôt probatoire. Donc je vous ai mis à l'écran quelques exemples. C'est une liste qui n'est pas limitative, hein, qui peut encore être augmentée. Des éléments principaux en fait qui doivent figurer dans un dépôt logiciel à vocation probatoire et dans un dépôt de base de données à vocation probatoire. On voit évidemment que le principal, c'est de déposer le code source, le code objet lorsqu'on est en présence d'un logiciel, mais pas uniquement en fait. Vous pouvez aussi déposer de la documentation, par exemple le matériel de conception préparatoire, un cahier des charges, un manuel d'utilisation. Vous pouvez aussi déposer tous les éléments multimédia incorporés à votre logiciel, donc éventuellement des logos, des icônes, des interfaces particulières, des images, des vidéos, s'il y en a. Donc tous ces éléments-là peuvent faire l'objet d'un dépôt et peuvent être intégrés à votre dépôt probatoire. Pour la base de données, c'est pareil, vous allez déposer principalement l'architecture, c'est-à-dire la structure de la base de données, le contenu de la base, donc les données et les pièges, parce que vous savez qu'il est conseillé lorsqu'on a une base de données d'insérer des pièges dans cette base pour pouvoir prouver plus facilement la reprise illicite de la base. Pour la base de données, on va aussi vous inviter à déposer la preuve des investissements substantiels. Si je ne reviens pas sur le détail de la protection de la base de données, mais vous savez peut-être qu'il existe un droit sui generis du producteur de base de données. Et ce sont les investissements substantiels qui auront été engagés par ce producteur qui vont bénéficier d'une protection. Donc c'est intéressant de déposer ces éléments pour pouvoir en rapporter plus facilement la preuve en cas d'utilisation illicite ou d'atteinte à la base de données.
Et donc pour la base de données, vous pouvez aussi déposer le logiciel, l'interface graphique, s'il y en a dans la création. Donc les questions à se poser, en fait, si vous voulez faire un dépôt probatoire qui concerne par exemple un logiciel, prenons le cas le plus fréquent. Donc d'abord, quels sont les éléments qui constituent ma création et qui doivent donc être protégés? Donc, ça vous permet déjà de circonscrire un petit peu les éléments à faire figurer dans votre dépôt. Demandez-vous aussi quels sont les éléments qui illustrent le mieux le travail de création qui est à l'origine du logiciel, puisque vous savez qu'en matière de droit d'auteur, on protège la création, on protège l'effort créatif de l'auteur. Donc c'est important d'être en mesure de démontrer, de dater ces éléments. Quels sont les éléments qui permettent de dater justement ces différentes phases d'élaboration de mon logiciel? Et qui est titulaire des droits portant sur le logiciel? Ça, on va y revenir juste après. On va parler de la titularité dans une seconde et vous allez voir que c'est quelque chose de très important qu'il peut être intéressant de faire figurer dans votre dépôt. Alors voilà, cette question de la titularité. Donc une fois que vous avez déterminé quels sont les éléments que vous allez faire figurer dans le dépôt, vous devez vous demander qui doit déposer, c'est-à-dire au nom de qui le dépôt doit être fait. Alors la réponse, c'est que le dépôt doit être effectué au nom du titulaire de droit, des droits de propriété intellectuelle. Mais vous allez me dire, c'est qui le titulaire des droits? C'est quoi le titulaire des droits? Alors, la titularité, c'est une notion extrêmement importante en matière de droit d'auteur. Et pourquoi est-ce que c'est une notion très importante? Parce qu'en fait, seul le titulaire est autorisé à exploiter l'œuvre. Celui qui exploite sans être le titulaire est considéré, peut être considéré comme contrefacteur. Seul le titulaire peut octroyer des licences d'utilisation sur l'œuvre ou conclure des contrats de cession. Et seul le titulaire a qualité à agir en contrefaçon en cas d'atteinte à ses droits et à obtenir réparation du préjudice subi. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui exploitent des créations sur lesquelles elles ne sont pas titulaires de droit et sans le savoir, c'est-à-dire qu'elles pensent souvent à tort être automatiquement titulaires des droits de propriété intellectuelle sur des œuvres qui sont créées par leurs salariés ou qui ont été créées par un prestataire suite à une commande. Mais en matière de droit d'auteur et en droit français, la qualité d'auteur, donc la titularité, est généralement attribuée à l'auteur et non pas à celui qui a commandité une création ou à celui qui a financé la création. Il faut bien distinguer ces différentes qualités. Et la question de la détermination de la titularité, elle est vraiment centrale et il est vraiment important de se poser cette question puisqu'elle va permettre d'identifier la personne physique ou la personne morale qui détient la création dans son patrimoine et qui est donc autorisée à l'exploiter. Et sachez également que la question de la titularité, elle est souvent au cœur des procédures judiciaires en contrefaçon, puisque avant même de démontrer qu'il y a une atteinte à votre création, une reprise illicite, vous devrez démontrer que vous en êtes le titulaire. Et si vous n'y parvenez pas, ou si vous n'êtes pas le titulaire parce que vous n'avez pas mis en place les bons contrats de cession, vous serez débouté de vos demandes. Donc, le titulaire des droits. On a vu que c'était dans la plupart des cas l'auteur, c'est-à-dire le créateur de l'œuvre, celui qui l'a créée, sauf dans certains cas, sauf s'il a cédé ses droits patrimoniaux à un tiers. Donc là, on est dans le cadre d'une cession, d'un contrat de cession qui doit respecter un certain nombre de règles posées par le Code de la propriété intellectuelle pour être valable. Alors, on a encore une exception, c'est le cas de l'œuvre collective. Donc ça, c'est un cas assez marginal, assez particulier qu'on rencontre finalement assez peu souvent. L'œuvre collective, c'est l'œuvre qui a été créée par plusieurs auteurs, mais à la demande et sous l'initiative d'une personne qui va éditer ensuite cette œuvre. Et c'est cette personne à l'origine de la création qui va bénéficier directement des droits sur l'œuvre. Et on a également une exception qui est tout à fait notable, c'est celle des logiciels. Alors, le logiciel qui est créé par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, les droits attachés à ce logiciel sont automatiquement dévolus à l'employeur. Donc c'est l'un des rares cas où l'auteur, personne physique, n'est pas de prime abord titulaire des droits d'auteur sur sa création. Pour que cette exception
fonctionne, on doit être en présence d'un logiciel, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas pour un site internet, ça ne fonctionne pas pour une base de données ou pour une autre création, c'est uniquement le logiciel qui est concerné. Et il faut que ce soit un salarié qui ait créé ce logiciel dans le cadre de son contrat de travail. C'est-à-dire que si c'est un prestataire externe à qui on a commandé un logiciel, si c'est un stagiaire donc qui n'est pas lié par un contrat de travail, ou si c'est le dirigeant de la société, par exemple, qui n'est pas lié par un contrat de travail, qui a développé un logiciel, l'exception ne s'applique pas. Donc, logiciel créé par un salarié dans le cadre de son contrat de travail. Uniquement dans ce cas, vous aurez une dévolution automatique des droits à l'employeur. Dans les autres cas, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un logiciel ou si c'est un stagiaire, par exemple, qui a développé le logiciel, vous devez impérativement conclure un contrat de cession de droits d'auteur pour que l'entreprise soit titulaire des droits. Et on a enfin le dernier cas, c'est celui de la cotitularité. Donc là, c'est le cas où plusieurs auteurs contribuent à la réalisation d'une œuvre. Donc là, il y a une cotitularité, c'est-à-dire une copropriété en fait de ces différents auteurs sur la création. Et donc j'insiste bien sur cette notion de titularité. Posez-vous la question de savoir si vous, entreprise, enfin si vous exploitez une création, si vous en êtes bien le titulaire, parce que c'est pas uniquement parce qu'un salarié a travaillé sur une création que vous êtes automatiquement titulaire, à moins qu'il s'agisse d'un logiciel, mais vous voyez que l'exception est quand même très précise. Donc posez-vous cette question, et une fois que vous avez déterminé qui est le titulaire et que vous avez mis en place les contrats de cession qui s'imposaient, le dépôt peut être fait au nom de ce titulaire. Alors, on va un peu vite, mais maintenant, on va voir quels sont on va parler un peu plus de l'APP, des dépôts, des types de dépôts que notre organisme propose, et voir ensemble quel type d'enregistrement privilégier en fonction de votre objectif. Donc l'APP propose 3 types de dépôts, ce qu'on appelle le référencement, 3 types d'enregistrement pour être plus précise. Le référencement, le dépôt simple et un 3e type de dépôt qu'on va plutôt appeler le dépôt avancé et qui recouvre ce qu'on appelle le dépôt vérifié et le dépôt contrôlé. Donc là sur la slide ça s'appelle le dépôt contrôlé, mais voilà, maintenant ça s'appelle le dépôt avancé chez nous. Donc ces 3 types de dépôts, ils ont la même valeur juridique et la même force probante. Il n'y a aucune différence en matière de preuve, de présomption de titularité. Vous avez à chaque fois la même force probante et vous pourrez agir en justice ou vous préconstituer une preuve de la même façon avec ces différents enregistrements. Quelle différence? Il y a quand même une différence. Donc, dans le cadre d'un référencement, l'APP ne va pas conserver de copie de la création. Elle va enregistrer dans ses bases les éléments liés à la création, donc sa date, son titre, le nom de son titulaire présumé, le numéro de la version, etc., mais ne va pas conserver une copie. Dans le cadre d'un dépôt, l'APP conservera une copie, sera donc tiers séquestre d'un exemplaire de la création. Donc en fait, l'enregistrement à choisir va dépendre de votre objectif. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 grands objectifs quand on faisait un dépôt près de l'APP, soit un objectif de preuve, donc avec le dépôt probatoire, soit un objectif d'entiercement dans le cadre d'une relation tripartite avec un client. Si vous voulez faire un dépôt probatoire, vous pourrez choisir de faire soit un référencement, soit un dépôt simple. Si vous êtes dans un projet d'entiercement, on vous conseillera de faire plutôt un dépôt avancé ou éventuellement un dépôt simple. Mais un dépôt avancé permettra à votre client de s'assurer que ce qui est déposé correspond bien à ce qu'il exploite chez lui. Donc voilà, le type d'enregistrement à choisir dépend en fait de votre objectif et la plupart de nos adhérents font des dépôts simples. Comme ça, l'APP conserve une copie de la création et est en mesure de la remettre à l'adhérent si lui a perdu son propre exemplaire. Et c'est le type d'enregistrement que l'on rencontre le plus fréquemment. Alors, une petite checklist, on va dire, très rapidement pour lorsque vous souhaitez donc faire un dépôt. D'abord, comme on l'a vu, vous demandez quel est l'objectif
de ce dépôt. S'il s'agit d'un dépôt probatoire, vous demandez quels sont les éléments qui constituent la création et qui doivent donc être protégés, qu'il est important de protéger. Quels sont les éléments qui illustrent le mieux le travail créatif à l'origine de la création? Quels éléments permettent de dater les différentes phases d'élaboration de la création? Et qui est le titulaire des droits sur la création? Donc, si vous arrivez à vous poser ces différentes questions et à intégrer tous ces éléments dans un dépôt, c'est super. Alors, c'est pas toujours facile de faire ce travail de récolte de ces éléments de preuve. Ça peut être difficile, ça peut être fastidieux. Si vous voulez, par exemple, protéger un logiciel, vous pouvez vous contenter, et que vous êtes pris par le temps, vous pouvez vous contenter de déposer le code source. Ça, c'est l'élément qui est protégé par le droit d'auteur, c'est le cœur du logiciel. Donc, c'est cet élément-là qui doit être déposé en priorité. Mais si vous pouvez étoffer votre dépôt avec les différents éléments que vous voyez sur la slide, votre dépôt n'en sera que plus fort en cas de litige et votre droit de propriété intellectuelle sera beaucoup plus difficile à attaquer et à contester. Et donc votre création sera d'autant plus valorisée dans le cas d'un rachat, par exemple, de votre société. Donc on essaie d'inciter nos adhérents à faire figurer le maximum d'éléments de preuve dans leur dépôt pour que le dépôt probatoire ait tout son sens. Et donc voilà, c'est un travail à faire qui demande un petit peu de temps. Alors, on termine ce webinaire. Je vais prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions. La semaine prochaine, à la même heure, on vous fera un petit tutoriel, donc un petit dépôt numérique en direct, en espérant ne pas avoir de soucis techniques cette fois-ci. On vous présentera le fonctionnement de la plateforme de dépôt en ligne de l'APP qui permet de faire des dépôts entièrement numériques. Et donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, je vais essayer de les reprendre depuis le début. Pauline qui nous demandait quelle différence avec l'enveloppe solo selon vous pour le savoir-faire secret. Alors, d'une façon générale, l'enveloppe solo et le dépôt probatoire APP, la vocation est un peu la même. Hein. L'enveloppe solo, l'idée c'est aussi de dater quelque chose, de dater un actif et de l'utiliser si besoin. La différence, elle est plutôt, j'allais dire, technique en fait. L'enveloppe solo permet de contenir très peu d'éléments. Je crois que c'est quelques feuilles papier, 6 ou 7 de mémoire lorsque vous faites une enveloppe solo physique, et il existe maintenant l'enveloppe solo numérique. Mais là aussi, le volume de données est très très réduit. C'est à peine quelques mégas, je crois. Alors que le dépôt APP, lui, il n'y a aucune limite de taille. Vous pouvez déposer des gigas, voire même des téras de données dans un seul dépôt. Donc c'est l'un des avantages. Et le dépôt APP permet aussi de créer ce qu'on appelle une filiation, c'est-à-dire un chaînage entre un dépôt initial et les différentes mises à jour d'une création. Parce qu'un logiciel, par exemple, est une création qui évolue beaucoup. Donc on fait des mises à jour de son précédent dépôt, ce qui permet de créer une sorte de filiation et de pouvoir retracer toutes les évolutions qui sont intervenues sur une même œuvre. Donc la différence avec l'enveloppe solo, en termes de preuves, il n'y a pas de différence en fait, mais c'est plus en termes de modalités pratiques que là il y a une différence. Alors, Benjamin, quid du dépôt de contenu de base de données, du respect du RGPD? Alors oui, ça dépend du type de base de données dont il est question. Si c'est une base de données qui va contenir des informations qui concernent le RGPD, des données personnelles, ça peut être intéressant d'ailleurs de faire figurer dans le dépôt les éléments qui permettent de montrer que vous êtes en conformité avec le RGPD. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Autrefois, on préconisait plutôt d'inclure dans son dépôt la déclaration CNIL qui avait été faite. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus, mais voilà. Après, le dépôt APP, c'est un dépôt qui est confidentiel. Un point que j'ai oublié de préciser, c'est que vous ne déposez pas forcément que des choses qui vous appartiennent. Alors, je m'explique. Parfois, qu'il s'agisse d'un logiciel ou d'une base de données, il peut y avoir des éléments qui ne sont pas votre propriété. Par exemple, si vous utilisez un logiciel libre ou un module logiciel que vous n'avez pas créé, donc vous n'en êtes pas le propriétaire, votre logiciel en a quand même besoin pour fonctionner. Donc vous devez déposer un tout qui fonctionne.
Pareil pour une base de données, les données ne vous appartiennent pas toujours, ça dépend du type de base de données dont il est question. Donc vous pouvez inclure dans un dépôt des éléments qui ne vous appartiennent pas et préciser que vous ne revendiquez aucun droit sur tel et tels éléments. Donc ça peut faire l'objet d'un petit document qui est placé en en-tête de votre dépôt et où vous expliquez que ces éléments sont inclus dans le dépôt juste parce que vous en avez besoin pour que ça constitue un tout qui a un sens, mais que vous ne revendiquez pour autant pas de droit dessus. Nicolas qui nous demande si un dépôt probatoire à l'APP sera accepté comme preuve à l'étranger et notamment aux USA. Alors on avait fait un petit webinaire si ça vous intéresse sur la protection des créations à l'international. Vous pouvez le retrouver en replay sur notre chaîne APP. Pour répondre simplement à votre question, il y a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Berne qui a harmonisé le droit d'auteur au niveau international. Les États-Unis en sont partis. Et selon cette convention, en fait, il n'y a pas de formalité obligatoire à accomplir dans les pays signataires pour être protégé par la convention, par le droit d'auteur. Et donc ça veut dire qu'un dépôt probatoire effectué dans n'importe quel pays, donc la France par exemple, peut être utilisé devant les juridictions d'un autre pays signataire. Donc ça veut dire qu'un dépôt APP peut être utilisé devant une juridiction américaine. Ça c'est la théorie. La pratique, c'est évidemment que les juges américains ne connaissent pas forcément bien l'APP, donc ils peuvent regarder avec un peu de méfiance ou d'étonnement le dépôt venant de notre organisme, ce qui peut éventuellement poser peut-être des soucis. Si vous exploitez un logiciel aux États-Unis, enfin une création numérique aux États-Unis, il est quand même fortement conseillé de faire un dépôt auprès de ce qu'on appelle le Copyright Office, qui est une sorte de bureau d'enregistrement étatique qui est situé aux États-Unis. Et en plus de vous donner une preuve et une date sur votre création, ça va vous permettre de bénéficier d'autres avantages, comme par exemple des dommages et intérêts supplémentaires en cas d'atteinte, le remboursement de vos frais d'avocat si vous êtes amené à engager un litige, une procédure aux États-Unis. Un certain nombre d'actions peuvent être entreprises auprès des douanes américaines. Donc le copyright, il est vraiment conseillé si vous exploitez votre création sur le territoire américain. Après, si vous exploitez uniquement en France et que vous découvrez que quelqu'un vous a contrefait aux États-Unis, là, vous pouvez utiliser le dépôt APP aux États-Unis. Et normalement, sa force probante est censée être la même dans tous les pays signataires de la Convention de Berne. Ensuite, quid des chercheurs, pas de contrat de travail qui créent des logiciels. Alors, sauf erreur de ma part, on a une disposition qui concerne les fonctionnaires. Donc là, je ne sais pas si vous parlez d'un chercheur qui serait fonctionnaire, mais on a une disposition similaire à celle des logiciels que j'ai évoquées tout à l'heure qui concerne les fonctionnaires. Là aussi, quand c'est un logiciel créé dans le cadre de la mission, il y a une dévolution automatique des droits à l'État. Et il n'est pas nécessaire de faire un contrat de cession. Et encore une fois, je ne crois pas me tromper en vous disant que ça ne concerne que les logiciels et pas les autres types de création. Ah oui, on avait une question d'Alice qui se rapprochait de celle de Pauline. Oui, voilà, en fait, c'est la même chose. Vous avez un article du Code de la propriété intellectuelle que vous retrouverez très facilement qui concerne en effet les créations des agents de l'État et qui prévoit la même exception que celle qu'on a évoquée tout à l'heure pour les logiciels. Iman qui nous précise que pour l'enveloppe solo, c'est en effet un maximum de 7 feuilles, ouais, c'est ce qui me semblait. Donc c'est évidemment un contenu qui est beaucoup plus faible, beaucoup plus petit en taille que celui que vous pouvez mettre dans un dépôt APP. Après le dépôt probatoire, c'est vrai que vous avez l'APP, vous avez l'enveloppe solo, mais vous pouvez aussi aller chez un huissier, chez un notaire. La force probante sera la même. C'est vrai que l'APP existe depuis de nombreuses années, est bien connue par les juges et a mis en place tout un système de séquestre qui est aujourd'hui très performant. Mais après, en termes juridiques, vous avez la même valeur attachée à ces différents dépôts.
Alors Nicolas, si j'ai bien compris, un salarié qui fait une base de données est titulaire de la base de données et la société doit donc faire signer un contrat de cession pour en être titulaire. Alors la base de données, c'est une création un petit peu particulière parce qu'il y a une double protection qui s'y attache. Là aussi, on avait fait un webinar courant juin, je crois, où on détaillait la protection des bases de données. Peut-être que vous pouvez le regarder pour plus de précision. En fait, vous avez d'un côté la protection de l'architecture de la base. Donc, si elle est originale, cette architecture, les droits appartiennent en effet à la personne qui l'a créée, donc ça peut être un salarié. Et on a de l'autre côté ce qu'on appelle le droit sui generis du producteur de la base de données. Là, le producteur, c'est celui qui a fait les investissements financiers substantiels, c'est ce que dit la loi, qui ont permis de constituer la base, de la vérifier, etc. Et donc là, c'est généralement l'entreprise, puisque c'est souvent elle qui est à l'origine de ces investissements, qui va être titulaire de ce droit sui generis. Mais si on a en effet un salarié qui est à l'origine de la structure d'une base et que cette structure est originale, ce n'est pas toujours le cas, et qu'il y a donc des droits d'auteur qui peuvent s'attacher à cette structure, l'idéal est en effet de conclure un contrat de cession avec son employeur pour que la société puisse exploiter paisiblement l'intégralité de la base. Alors, Nicolas demande l'article du CPI qui le dit. Alors, qui dit quoi? Vous faites référence aux bases de données ou peut-être au... Enfin, j'ai pas mon code sous les yeux, donc je pourrais pas vous répondre de toute façon. À la base, alors c'est dans les articles sur les bases de données qui sont de mémoire à la fin de... Alors, j'ai plus les numéros en tête, je suis désolée. Alors, attendez, si je vais peut-être vous les retrouver. Je dois les avoir dans mes fiches. C'est les articles 342 et suivants du CPI, du Code de la propriété intellectuelle, qui traitent de la protection des bases de données. Et vous pouvez vous y référer pour avoir un petit peu plus de précision sur la protection attachée aux bases. Alors, si vous n'avez plus de questions, on va peut-être mettre un terme à ce webinaire. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un petit tutoriel. Si vous êtes intéressé à connaître le fonctionnement de notre plateforme de dépôt, n'hésitez pas à vous inscrire. Ou alors dans 15 jours, où on traitera de l'entiercement. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire à partir de notre site, le site de l'APP. Et je vous dis à tous merci pour votre participation.